Donc, bienvenue dans ce webinaire qui va expliquer comment le fait de modifier la façon de travailler demain nous amène à un nouveau contexte et peut nous amener aussi de nouvelles opportunités. Alors, comme d'habitude, pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions avec le bouton des questions qui se trouve en bas de votre écran. Vous voyez les questions des participants. Vous pouvez voter pour augmenter la priorité d'une question qui vous intéresse. De toute façon, je répondrai à toutes les questions. Je répondrai à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour m'envoyer des informations et attirer mon attention. Si possible, essayez de garder les questions dans la section questions et les chats dans les chats pour éviter qu'une question puisse m'échapper. Après le webinaire, puisqu'il est enregistré, je publierai le webinaire et vous recevrez les liens. Et par la suite, ça va prendre un petit peu de temps, mais je ferai un article aussi et je vous enverrai aussi les liens de cet article. Alors, on se trouve aujourd'hui dans une situation qu'on n'avait encore jamais connue. On vient de sortir d'une période de confinement de bientôt presque 3 mois. Les limitations se relâchent enfin, on peut enfin sortir. L'économie est en train de... On ne peut pas vraiment dire qu'elle est en train de reprendre, elle est en train de redémarrer et on espère qu'elle va reprendre assez vite. On est quand même conscient qu'on se retrouve face à une crise économique et à espérer qu'elle ne devienne pas très vite une crise sociale. Nous avons de nouvelles normes sanitaires, on ne peut pas travailler de la même façon qu'on travaillait avant. Il faut une certaine distanciation, même au bureau, même entre gens qui se connaissent, parce que même si on se connaît depuis des années qu'on est au bureau, on est quand même des étrangers les uns pour les autres. On a des modes de vie différents, des rencontres différentes, donc nous n'avons pas les mêmes chances ni les mêmes possibilités d'être infectés par ce virus. Et comme il n'y a ni vaccin ni traitement jusqu'à présent, on s'attend donc à vivre quelques mois, voire une année et quelques, ou même 2 ans, dans une situation où nous avons simplement à faire face à un risque de contagion en permanence. Donc, les gouvernements ont mis en place des normes qui vont obliger de retravailler les espaces professionnels et les espaces d'accueil des clients. On se retrouve face aussi à une situation, c'est que ces 3 mois de confinement ont fait que brutalement, la demande a complètement disparu. Et les gens ne consomment plus. Il n'y a plus de demande, il n'y a plus de clients, soit pour l'industrie ou pour le commerce. Et ceux qui espéraient avant une crise en V, donc avec une baisse rapide, mais remontée rapide, comme par exemple ce que l'on avait vécu en 1968, en mai 68, en fait, ça se démontre ne pas vraiment être de cette forme-là. On a même inventé un nouveau terme qui dit que la demande ne redémarrera qu'en forme de swoosh. Alors, swoosh, c'est le nom du logo Nike, hein, c'est pour ça qu'il y a le logo Nike sur la slide. C'est qu'en fait, une baisse rapide et une remontée plutôt lente, voire très lente, voire peut-être avec même des à-coups, s'il y avait, par exemple, des deuxième ou troisième vagues de contamination. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup du retour, c'est-à-dire les gens parlent de comment ils retournent à leur emploi, à leur bureau, et beaucoup semblent même espérer qu'en fait, on va avoir un retour vers ce qui existait auparavant. Mais, je veux dire, quelque part, il ne faut pas se leurrer, revenir à ce qu'on avait auparavant, ça serait faire face à une situation bien plus difficile, sans avoir aucune arme, sans avoir aucune préparation à ça. Aujourd'hui, le marché a disparu, ou si vous êtes chanceux, il a juste très nettement diminué. Il n'y a personne dont le marché se soit étendu ou se soit développé. Donc, revenir vers ce qu'on avait avant, c'est revenir vers un mode de travail dégradé, un mode dans lequel il n'y aurait aucune possibilité de vraiment se redévelopper
et dans lequel le démarrage sera peut-être même trop lent pour assurer la survie de la société. Parce que quelque part, il faut que quand même qu'on atteigne un minimum d'activité pour qu'une société puisse survivre. Elle ne peut pas survivre en travaillant à 10% ce qu'elle faisait avant. De plus, revenir au monde d'avant risque de faire un tel choc au niveau justement de la demande, du marché, donc on sera qu'une activité tout à fait réduite, et risque d'augmenter le sentiment d'angoisse au niveau de la société et de dégrader les relations, notamment hiérarchiques. À la place de ça, et on entend beaucoup de gens nous parler de discutons du nouveau monde, du nouveau futur. On va falloir qu'on réinvente comment on va retourner à travailler. On a besoin d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle approche du marché, donc d'une nouvelle approche du travail, de comment va-t-on fournir des services, et d'une nouvelle organisation interne pour répondre à un besoin donc, qui est peut-être différent, qui est, en tout cas, qui doit être adressé de façon différente. On a vu, et on voit surtout maintenant, clairement que les clients se sont dirigés à favoriser un commerce sans contact, que ce soit commander ou vendre les choses en ligne, automatiser le plus, ne pas rencontrer de gens. On a vu ça notamment avec beaucoup de supermarchés en France qui ont mis en place des systèmes de drive-in dans lesquels les employés déposent ce que vous avez acheté à un slot donné, et de loin vont surveiller que c'est vous qui venez le chercher, mais il n'y a plus de contact direct entre l'employé et vous, les gens restent à distance, et c'est la façon logique de se comporter dans le contexte aujourd'hui. On a vu aussi pour les paiements, par exemple, que le paiement en cash pouvait amener même certaines angoisses. Même des gens refusent aujourd'hui le paiement en cash, favorisant le paiement sans contact des cartes, parce qu'on garde la carte à la main, personne d'autre ne la touche, donc on a moins de risques. Il va falloir aussi repenser les opérations en les numérisant, parce que le fait d'avoir des gens qui ne vont pas être au bureau, donc des gens qui seront en train de travailler de chez eux, fait qu'ils n'auront accès que comme cela aux informations, et beaucoup, par exemple, de formulaires papier ne peuvent plus fonctionner et auront besoin d'être numérisés. Ça va donc, c'est une tendance qui de toute façon avait lieu, mais elle était encore lente, elle était, comment dire, elle progressait, mais pas de façon spectaculaire. Maintenant, il faut bien avouer, dès qu'il y a une urgence et qu'il y a une obligation, ça va aller beaucoup plus vite. Il va falloir aussi repenser les coûts. Mais il ne faut pas penser les coûts. Je vois beaucoup de gens, dans les contacts que j'ai, les gens disent « Ah, je suis dans une procédure pour baisser mes coûts ». Je pense qu'il ne faut pas partir dans cette chose-là, parce que baisser les coûts, c'est bien, je veux dire, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui va changer votre façon de travailler. Il va falloir par contre repenser les coûts à partir de zéro. C'est-à-dire, ok, si je supprime tout et que je vais reprendre seulement ce qui m'est nécessaire et seulement ce qui m'amène quelque chose, qu'est-ce qui reste comme coût que je dois assumer? Rebâtir à partir de zéro est, à mon avis, bien plus intéressant que d'essayer d'avoir une campagne pour baisser les coûts, un incrément, puis après un autre, puis après un autre, pour une simple raison, c'est que réinventer à partir de zéro va être motivant pour les employés, alors que baisser de chaque fois un petit peu plus va démoraliser vos équipes et risque en fait, au bout d'un moment, une certaine résistance. Il va falloir aussi avoir plus de flexibilité. Les gens vont devoir faire plus de choses. Ils vont devoir avoir d'autres compétences, peut-être les acquérir maintenant. On verra qu'il y a des opportunités pour ça. Mais il va falloir s'organiser différemment. On a aussi la possibilité maintenant de valoriser les gens qui sont prêts à avoir des compétences variées et des compétences adaptées, qui sont prêts à s'adapter, à faire cet effort-là. On a aussi une opportunité de les valoriser. Et ça, c'est important. Aussi, autre chose, j'ai vu quelques sociétés qui disaient « Ah, on a fait un truc
déconfinement, on va faire autre chose après. Ne jetez pas si vite ce que vous avez fait pendant le déconfinement. Ce que vous avez fait pendant le déconfinement a quand même permis souvent de sauver les sociétés, de les maintenir en vie. Et donc, excusez-moi, je vais couper. Voilà. Va permettre donc de, de prendre en compte toutes ces modifications que vous avez eues d'organisation. Il faut les garder et bâtir dessus quelque chose qui fonctionne. Si on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mal, améliorons-les. Mais ne jetons pas ce qu'on a fait pendant le confinement parce que on a été très capable de gérer la crise. Alors, autre chose, on va voir arriver des nouvelles chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on cherchait à s'approvisionner en allant chercher les produits en Chine au moins cher. Aujourd'hui, on va revaloriser les chaînes d'approvisionnement courtes et redondantes, car on a vu là d'un seul coup que les problèmes en Chine ont suffi à planter pas mal de sociétés qui simplement se retrouvaient sans supply chain du tout. Et ça sera bien d'éviter ça par la suite. Et surtout, il faut maintenant pas se dire d'abord refaisons du profit et après adaptons notre organisation. Non, il ne faut pas attendre, il faut organiser et réorganiser votre organisation maintenant et rapidement. Vos employés attendent que vous preniez des décisions rapides et que vous les appliquiez sans perte de temps, sans hésitation. Ils ont besoin aujourd'hui, plus que d'habitude encore, de leaders. Ça va amener donc une réorganisation profonde. On a vu pendant le confinement que certaines fonctions ou activités de la société ont dû être arrêtées parce que le personnel n'était pas disponible, parce qu'il manquait certains éléments. Et pourtant, la société a continué à fonctionner, alors qu'à un cas, mais elle a fonctionné quand même. Il faut peut-être maintenant se reposer la question de est-ce que telle ou telle fonction, telle activité est-elle réellement nécessaire? Est-ce qu'elle amène quelque chose, non pas à la société, mais est-ce qu'elle amène quelque chose au profit de la société? Est-ce qu'elle a une participation au profit? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de faire telle activité? Mais l'opposé est aussi vrai. Il va vous falloir de nouvelles fonctions, une veille concurrentielle, des veilles de marché, des veilles réglementaires, parce que tout ça va beaucoup évoluer. Le marché, c'est lui qui aujourd'hui est votre contrainte, va évoluer, changer, peut-être rapidement, peut-être par à-coup, peut-être brutalement, et vous devez être capable de détecter ces changements parce qu'elle a un impact sur vous, en positif ou en négatif. Il faut que vous puissiez le suivre. La réglementation, on va voir sortir des centaines de nouvelles réglementations. Pendant cette période où nous allons vivre avec le virus, mais aussi qui vont rester par la suite, il y aura énormément de choses qui vont changer. Et surtout, tout ça est basé sur une nouvelle approche que vous devez absolument avoir. Alors, certaines industries l'avaient déjà, mais qui est la gestion des risques. Et la gestion des risques contextuels, qui viennent de votre contexte. Pas la gestion des risques opérationnels, mais la gestion des risques contextuels. Ça, c'est important. Avant, on ne prenait pas assez en compte le contexte, parce que simplement, on voyait le contexte évoluer lentement. Aujourd'hui, on a vu le contexte changer du tout au tout en histoire de quelques heures, quelques jours. Et ça, c'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté de cette crise. Alors, on en a parlé beaucoup, le travail à distance, et c'est visiblement la modification de notre façon de travailler qui est la plus globale dans sa portée. Tout le monde y a été. On a d'un seul coup fait partie tous d'une expérience de télétravail au niveau mondial. Avant, on avait quand même déjà un peu de télétravail, mais ça représentait une population de quelques malheureux pourcents
des gens actifs. Là, d'un seul coup, on a eu en télétravail, ou en tout cas en travail à distance, les gens qui travaillaient, quand ils pouvaient faire le travail à distance, mais aussi les étudiants, l'administration, tout est devenu à distance. Rien n'est resté comme travaillant normalement. On a tout modifié. Et ça c'est vraiment un changement global et profond, et qui va vraisemblablement rester. Et même si ça peut créer une certaine angoisse, il y a quand même pas mal d'opportunités qui y sont liées. Alors, il faut que ça devienne la norme. Et de toute façon, ça va devenir un norme. De toute façon, ça va rester obligatoire pendant quelques mois. Et si ça reste obligatoire pendant quelques mois, ça va forcément rester dans le futur. Ça deviendrait en fait la norme, sauf si réellement impossible. Mais il ne faut surtout pas que ça deviendra la norme le jour où on sera prêt. Parce que si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous ne le serez jamais, et vous n'aurez peut-être jamais l'occasion d'être prêt, parce que l'évolution qu'on va voir dans les mois suivants risque d'être trop difficile pour que ce genre d'organisation puisse tenir très longtemps, si on n'utilise pas le télétravail. La norme et le travail sur site, sauf si impossible, non. Le travail à distance ne doit pas devenir un remplacement dans des cas obligatoires du travail sur site. Ça doit être quelque chose qui va être accepté, mais aussi désiré par toutes les parties. C'est-à-dire que vos patrons, vos managers doivent le souhaiter. Ils doivent accueillir le travail à distance, mais aussi les gens qui passent en travail à distance doivent aussi accueillir. Parce que le travail à distance, ce n'est pas seulement je prends un notebook sous le bras et je vais m'installer chez vous. Chez moi, je veux dire, vous avez, pour la plupart d'entre vous, vécu cela. C'est quand même quelque chose qui est un bouleversement. C'est d'un seul coup, le travail s'invite chez vous. Chez vous, c'est plus tout à fait chez vous, c'est aussi votre bureau. Et ça, c'est quand même très différent. C'est quand même totalement nouveau, et c'est quand même un changement terrible à prendre en compte et à comprendre avant de se dire que le télétravail, ça va être génial, je vais pouvoir mieux m'organiser. Ce n'est pas aussi facile que ça. Alors, ça a un impact, ça a des impacts, mais des impacts aussi positifs. D'abord, ça va permettre aux sociétés de diminuer les coûts. Pourquoi? Parce que, alors, si on doit aujourd'hui avoir 1 mètre de distance, ça veut dire qu'en gros, il y a la moitié des gens qui peuvent venir dans les bureaux. Si on met la moitié des gens en télétravail dans un bureau donné, à ce moment-là, la surface devra rester la même. Si par contre, on va plus loin et qu'on s'organise pour que le télétravail puisse aller plus loin, à ce moment-là, on n'a plus besoin des mêmes surfaces. Et on n'a plus besoin des surfaces organisées de la même façon. Et donc, ça peut réduire les coûts. On n'a plus besoin de la même infrastructure, on a besoin de moins de réseaux, de moins d'énergie, de moins de fournitures, de bureaux. On a besoin de beaucoup moins de choses, et donc d'un seul coup, les bureaux deviennent moins chers. Ça permet de l'autre côté, de la part de la personne qui travaille à distance, peut-être une plus grande flexibilité. Alors en fait, il faut qu'il y ait une flexibilité. Il n'y a pas que la flexibilité du temps de travail, il y a aussi la flexibilité des gens à la façon dont ils s'organisent. Ça peut leur donner d'un coup plus d'autonomie, on verra après, il y a peut-être des petites conditions à ça, mais aussi plus de flexibilité des horaires. Alors immédiatement, on pense, si je travaille chez moi, je peux travailler n'importe quand. Le seul problème, c'est que l'interaction existe toujours avec vos collègues et avec vos managers, et très vite, s'il n'y a pas une philosophie du travail à distance, on vire dans l'inverse. C'est-à-dire que l'impact devient négatif. À ce moment-là, il n'y a plus de limite de vie de travail, vie privée, et vous pouvez être appelé à 11 h du soir par un manager ou par un collègue qui, lui, il a décidé qu'il bosse le soir, et puis il a besoin d'une information, qui vous appelle à 11 h du soir, il vous réveille. Bon, ça, il est aussi quand même nécessaire de garder quelque part
une vie privée. Sinon, on ne peut plus décompresser et c'est plutôt dangereux. Une autre opportunité, et celle-là, à mon sens, a énormément d'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, avant plutôt, vous vouliez embaucher quelqu'un, vous deviez trouver quelqu'un qui avait les talents que vous attendiez, mais aussi qui accepte de venir vivre près des bureaux. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller embaucher les talents là où ils se trouvent et de les laisser là où ils ont envie de vivre. Et pourtant, de travailler avec eux. Ça veut dire que vous pouvez trouver des talents même à l'étranger et travailler avec eux, alors que sinon, avant, ce n'était pas possible. Ça permet donc une bien plus grande largeur de marché du travail, qui va être aussi des gens en concurrence, hein, mais qui va aussi mettre les employés en concurrence, parce que ça veut dire que quelqu'un qui travaille chez vous peut aussi très bien postuler à un poste qui est tout à fait de l'autre côté de la Terre, et ça aura donc un effet un peu de globaliser la force de travail, mais offrir pas mal d'opportunités à la fois aux employés, mais aussi aux employeurs. L'autre impact que ça a, c'est à ce que votre domicile devient votre centre d'activité. Ça devient votre bureau, ça devient votre chambre, ça devient votre salle à manger, ça devient là où vous avez votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, pour quelque chose qui était peut-être pas vraiment prévu pour ça au départ. Ça veut dire que ça aura sûrement un impact dans les années qui viennent sur l'immobilier résidentiel, parce qu'on prévoira des endroits où les gens pourront s'isoler pour travailler, parce que le travail à la maison deviendra au moins une fonction normale de l'habitat. Ça peut vous permettre un équilibre de vie, je veux dire, différent, parce qu'il peut être meilleur, mais il peut être aussi pire. Parce que suivant la capacité que vous aurez à à protéger votre vie privée, vous pouvez très bien avoir une vie de travail qui submerge complètement votre vie et vous retrouvez en fait 24 heures sur 24 à vivre dans votre bureau. Et en fait, vous vous mettez à vivre dans votre bureau et non plus avoir votre bureau chez vous. Vous allez avoir aussi une présence au bureau de temps en temps parce qu'il faudra qu'elle soit maintenue. On ne peut pas envisager d'avoir un travail de la maison comme on l'a eu pendant 3 mois. Là, c'est bien 3 mois, mais il y a un moment quand même, il faut s'y reconnecter avec le bureau. Ça peut être alterné si on n'est pas loin, ça peut être plus rarement, ça peut être si nécessaire. Mais par contre, il faut que la visite au bureau, comme devient un peu exceptionnelle, ça n'est plus la norme, il faut qu'elle soit aussi un peu spéciale. Parce que si ça devient pénible d'aller au bureau parce qu'on n'a pas envie d'y aller, ça risque de détériorer le lien qu'on garde avec son bureau. Or, le bureau, c'est quand même appartenir à une organisation. Et donc, c'est important. On va avoir de nouveaux modes de communication. Alors, on l'a vu, la vidéoconférence, on a vu la montée de Zoom, de Teams, etc. La vidéoconférence remplace la rencontre physique, mais aussi l'appel téléphonique. En fait, avant, quand on ne pouvait pas se rencontrer, on s'appelait au téléphone, mais on ne se voyait pas. On n'utilise pas beaucoup la visio. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que brutalement, la visio devient la norme. L'utilisation du téléphone seul devient plus rare. Et donc, il y a quand même toujours ce besoin de contact visuel, puisque quand même la communication entre les gens se fait aussi par la gestuelle et par l'expression corporelle. Vous pouvez voir, je n'arrête pas de bouger les mains, mais ça fait partie de comment je communique. Et donc, les gens ont envie de voir ça, ont envie de se connecter encore les uns aux autres. Et la vidéoconférence, au moins, permet ça. Et aujourd'hui, la technologie le permet. Alors, il y a une chose importante, c'est que si le fait d'être loin maintenant, de ne plus être au bureau, fait que vos collègues attendent de vous un temps de réponse donné au message que vous allez recevoir, ça peut se vivre bien ou mal. Si l'attente de vos collègues, c'est que le temps de réponse va être quasiment immédiat. On est dans l'email ou le message,
remplace l'appel au bureau ou le fait de visiter quelqu'un ou le fait de le héler de l'autre côté du bureau. Si les gens sont toujours dans ce mode-là, ça va devenir très vite très difficile à vivre, très inefficace et très stressant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la communication par écrit, immédiate, est souvent peu réfléchie, peu, peu complète, assez peu riche et est souvent très superficielle. Le but, c'est de répondre. Donc, c'est surtout du ping-pong. C'est je reçois un message, hop, je le renvoie le plus vite possible. Et le but du jeu, c'est oui, je répondrai plus tard, ou mais pourquoi ça? Il faut plus de détails. Et on se met à avoir des échanges, des ping-pong d'emails complètement inefficaces. On a tous vécu ça au moins quelques fois. Et ce qui ne mène à rien sauf à perdre le temps et à se stresser. Il faut passer à ce moment-là en mode asynchrone. Les sociétés, les organisations qui vont pouvoir passer en mode asynchrone permettront de communiquer mieux, de façon plus réfléchie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on vous envoie un message qui est préparé de telle façon qu'en fait, vous n'attendez pas une réponse immédiate. Vous envoyez un message, des informations, vous attendez la réponse, évidemment, pas dans 150 ans, vous attendez une réponse, mais pas immédiatement. La personne a le temps d'élaborer sa réponse et de répondre autre chose que je reviens vers toi dans 2 jours. Parce que ça vous donne aucune information. Mais ça va permettre d'avoir un contenu plus riche, un échange plus riche, plus complet, qui va vraiment aller vers la solution du problème que tu es en train de discuter. Les réunions vidéo, on en voit maintenant pas mal. Aujourd'hui, j'en ai eu beaucoup aussi. Et ce que je remarque, c'est que alors, si dans certaines organisations sont bien préparées, dans d'autres organisations sont simplement, on prend rendez-vous et on y va et on ne sait même pas pourquoi on est là. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a rien. Or, une réunion vidéo, si on veut qu'elle ne devienne pas une communication au long cours et y perdre des heures et des heures, il va falloir mieux la préparer. Mais aujourd'hui, ça reste quand même encore beaucoup d'exceptions. Ça nous mène à autre chose, à l'information. À partir du moment où vous n'êtes plus au bureau, vous n'êtes plus ensemble, vous ne pouvez plus vous passer l'information et vous ne pouvez plus vérifier facilement que vous êtes en train de travailler sur le même document. Donc, il va falloir que vous gériez cette information, qu'elle ne soit plus échangée de manière informelle, verbale, tiens, je te passe la clé USB, je t'envoie le fichier, etc. Tu as besoin d'un fichier, etc. Non. Si vous avez besoin d'informations, vous ne pouvez plus aussi facilement accéder à la personne qui avant était dans le bureau en face de vous. Maintenant, vous allez devoir l'appeler, est-ce qu'elle va être disponible, etc. Donc, il va falloir organiser différemment. Et l'information devient, elle aussi, asynchrone et distribuée. C'est-à-dire que vous devez avoir un endroit dans lequel vous avez l'information qui est stockée et vous pouvez y accéder. Alors, ce sont les plateformes de collaboration, notamment celles qu'on a adoptées comme outils de conférence, comme Microsoft Teams, puis comme Slack ou d'autres, Twist. Il y a un tas de produits qui font ça maintenant. C'est qu'on a une plateforme dans laquelle on va pouvoir laisser des messages, on va pouvoir laisser des fichiers, on va pouvoir partager les fichiers, travailler sur la même version, voire même, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais travailler à 3 ou 4 sur un même document, c'est assez intéressant. Et c'est très efficace parce que vous ne perdez pas de temps. Tout le monde travaille sur le même document, chacun édite sa partie, puis on revise la partie des autres, on travaille ensemble, ça devient, c'est très fluide et ça marche très très bien. C'est des outils superbes. Alors, dans le futur, on peut aussi penser que ces plateformes de collaboration vont s'ouvrir à la fois aux fournisseurs et aux clients, au moins ceux qui sont stratégiques, parce que simplement, vous allez aussi commencer à converser de façon asynchrone avec eux
Et en les faisant rentrer, vous allez aussi établir une relation plus forte qui va permettre aussi de les attacher. Parce qu'aujourd'hui, le principe quand même, c'est d'être sûr que vos fournisseurs seront bien à côté de vous en cas de besoin et que vos clients vont continuer à passer des commandes en cas de besoin. Alors, la gestion de l'information va vraisemblablement passer de par défaut, elle est privée et diffusée si besoin, mais dans ce cas-là, vous ne savez pas forcément qu'elle existait, à par défaut, elle est disponible et si vraiment nécessaire, on va la restreindre. C'est-à-dire aussi que dans le même temps, on va annuler ce biais de la hiérarchie qu'on notait souvent, qui était l'information donne le pouvoir. C'est que les gens avaient l'information, ils la gardaient pour eux parce que ça leur donnait un certain pouvoir sur les autres. Aujourd'hui, ce pouvoir va s'éroder de plus en plus jusqu'à finir par disparaître parce que la norme, ça sera l'information partagée. Si l'information n'est pas partagée, elle n'existera simplement plus. Parce que seulement, vous ne savez pas qu'elle existe, donc vous ne comptez pas dessus, donc elle n'a aucune valeur pour vous. À partir du moment où on commence à partager par défaut, ce qui est gardé secret n'a simplement perd énormément de valeur. Alors, on va aussi accéder à de nouveaux services. Alors, notamment, aujourd'hui, la télémédecine est réservée un peu à la médecine, ce qu'on appelait la médecine de ville avant, mais l'un des domaines dans lequel la télémédecine va exceller dans les mois et dans les années qui viennent, c'est la médecine du travail. Il n'y a pas de raison que la médecine du travail ne puisse pas être traitée par télémédecine, parce que dans 95% des cas, elle n'a pas besoin de plus. Et donc, ça va prendre moins de temps, ça va permettre une organisation un peu différente de la médecine du travail, mais c'est une évolution qu'on va sûrement voir venir d'ici peu. L'achat, les ventes, réservations en ligne, la relation client-fournisseur va d'un seul coup se numériser et la relation numérique va devenir la norme. La communication va se faire numériquement, quelles que soient les tailles, et on va voir que même les plus petites boutiques vont commencer à avoir des sites web dans lesquels on peut regarder ce qu'ils ont comme stock et commander des choses ou réserver des choses qu'on ira chercher, parce qu'aujourd'hui, on va limiter le temps d'interaction avec les autres, en tout cas pendant les mois et peut-être l'année qui vient. Et donc, ça sera un moyen de garder un contact sans avoir besoin d'un contact physique. Et ça va aussi amener d'autres choses, ça va aussi amener une transparence et la traçabilité bien plus grande de tout ce qui est fourniture, moyens de vente, trajet de ce que l'on vous vend, parce que les clients vont demander cette transparence et cette traçabilité. Parce que, notamment, il ne faut pas oublier, on a, même si aujourd'hui on est très focalisé sur une crise économique et sur le Covid, on a quand même aussi une crise environnementale qui nous menace et qui nous rattrapera un jour ou l'autre. Et donc, aujourd'hui, on a bénéficié d'une baisse de l'empreinte carbone et c'est un bien, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge dans ce domaine et on va tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, vont vouloir une meilleure traçabilité, une meilleure transparence sur l'impact de ce que l'on achète et où est-ce qu'on l'a obtenu, est-ce que c'est un circuit court, un circuit long. Et ça sera des éléments marketing qui vont obliger à plus de transparence et de traçabilité. Une grande opportunité, un nouveau service en train d'apparaître aussi, c'est l'éducation à distance. Alors, on l'a vu pour l'école, on l'a vu pour l'université. Alors, pour l'instant, c'est pour les gens qui étaient déjà à l'université, mais ça veut dire aussi que d'ici peu, l'université va pouvoir aussi s'ouvrir à un nouveau style d'étudiants. Ce sont des gens qui sont déjà en activité et qui cherchent à ajouter une qualification, voire à se requalifier, à se former, donc à bénéficier d'une formation permanente et qui veulent accéder à un catalogue bien plus vaste. Et aujourd'hui, ils peuvent même chercher donc, à l'étranger, s'ils parlent les langues nécessaires, mais on va pouvoir très vite, les universités très vite vont pouvoir s'ouvrir
et offrir des formations diplômantes à distance, ce qui permettra à quelqu'un à Nice d'accéder à l'université qui se trouverait à Lille ou l'inverse, et d'avoir peut-être plus de flexibilité dans comment ils étudient et comment ils revoient leurs cours et comment ils répondent aux examens. Ça permettra aussi d'avoir des cursus parallèles pour les étudiants qui étudieraient dans une université, de faire en parallèle un cursus dans une autre université. Ça offrira bien plus de flexibilité, bien plus de richesse à l'éducation que ce qu'on a aujourd'hui. L'éducation à distance, ce n'est pas seulement, pendant un confinement, maintenir les élèves connectés à l'école. C'est aussi quelque chose de bien plus large qui va s'ouvrir, c'est un marché nouveau qui va vraisemblablement s'ouvrir, se développer, et une opportunité à la fois pour les enseignants et les universités, mais aussi pour les gens qui veulent apprendre et qui veulent se former, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille, se requalifier ou ajouter une qualification à son cursus est quand même particulièrement difficile. Alors, maintenant, le problème des déplacements. Alors, on l'a vu aujourd'hui, les avions ne fonctionnent toujours pas vraiment bien, ils fonctionnent peu. Il y a tout un débat sur est-ce qu'on est en sécurité quand on prend un avion. C'est un débat qui ne va pas trouver de solution très vite. Alors, les voyages d'affaires, premièrement, je pense que ce sera le premier poste de coût que les sociétés vont réduire. Ils vont questionner le besoin. Est-ce que ce voyage est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par une vidéoconférence? Est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par quelques mails, un échange de documents? Ça sera beaucoup plus difficile à faire accepter par votre manager qui vous autorise à faire un déplacement. Le jour où ça sera à nouveau possible, parce que pour l'instant, c'est toujours assez difficile. On verra peut-être une adaptation, et ça je le crois, des compagnies aériennes pour offrir, pour les voyages d'affaires, une classe d'affaires peut-être plus exclusive, où les sièges seront un peu plus distants, afin que les voyages d'affaires deviennent plus acceptables, pour essayer d'attirer à nouveau les clients. Peut-être quelque chose un peu dans le genre de, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une société qui s'appelle La Compagnie, qui offre des voyages, des avions intégralement en classe affaires. Donc, il n'y a pas de classe éco, il n'y a pas de première classe, il n'y a que de la classe affaires. Entre, je crois, c'est Paris-Orly et New York. Je ne crois pas qu'elle vole encore en ce moment. Mais ce genre de concept, avec une classe affaires plus exclusive, un peu plus d'espace, pour que les hommes d'affaires se sentent plus en sécurité, risque de revenir, parce que les classes affaires qu'on connaît maintenant sont quand même pas terribles. Et ça laisse douter que les gens les reprennent de sitôt. Derrière ça, il y a tout ce qui est congrès. Alors, il y avait quand même beaucoup de congrès avant. C'était toujours un plaisir d'aller en congrès parce que souvent, c'était fait dans des endroits assez superbes, c'était sympa, on y mangeait bien, on avait de beaux hôtels, tout frais payé, c'était génial. Bon, aujourd'hui, la plupart des congrès ont été soit annulés, soit sont passés en ligne, et ceux qui sont passés en ligne ont plutôt eu du succès et ont montré que c'était tout à fait possible. Et une partie d'entre eux même n'envisageront sûrement pas de revenir autrement qu'en ligne. Et donc chaque année, des congrès seront faits en ligne parce que les congrès à ce moment-là s'offrent une audience permanente. Ils peuvent être plus longs, ils peuvent être plus étalés, ils peuvent revenir plus souvent puisque les frais d'infrastructure sont bien plus faibles. Et aussi, en mettant à disposition les replays des événements, ils peuvent aussi maintenir une présence continue qui est quand même plus facile qu'un congrès qui revient chaque année, parce que chaque année, il a besoin de se reconstituer une audience. Là, il peut avoir une présence continue tout au long de l'année, amener d'autres contributions qui fera qu'il sera connu et qui sera en fait un genre de congrès permanent. Et on va vraisemblablement voir pas mal de choses aller dans ce sens. Alors, autre chose qui est en train d'évoluer très vite dans un sens tout nouveau, ce sont les audits. Alors par là, c'est audit de qualité, audit financier, tout audit de management, tous les audits.
audit de production, suivi de production, etc. Des gens comme Lloyd Register en Angleterre offrent déjà depuis quelque temps des audits faits à distance. C'est-à-dire, vous avez un outil, vous y soumettez des documents, il y a d'abord une revue de documents, il y a un genre de visioconférence en salle de réunion avec les auditeurs de l'autre côté qui discutent les documents et le plan d'audit. Puis ensuite, il y a des gens, caméra au point ou smartphone au point, qui vont passer à travers les endroits à auditer où d'habitude il y avait quelqu'un qui se déplaçait et qui vont montrer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à voir. Donc on peut faire des photos, on peut faire des vidéos, et ça permet aussi d'avoir une certaine traçabilité, un certain historique de l'audit. Ça va devenir très vite relativement la norme pour une question de praticité. Il va être difficile d'amener les auditeurs chez vous. Il y a des gens qui doivent maintenant renouveler leur audit, notamment les audits annuels, mais aussi ça va en réduire les coûts. Et aussi parce que ça prend moins de temps, c'est moins un événement extraordinaire, ça peut permettre aussi de s'organiser pour que d'un seul coup l'audit devienne une surveillance continue que l'on peut utiliser après en élément marketing pour confirmer nous avons la surveillance continue de telle institution, donc ça démontre qu'on est bon, etc. C'est un élément important au niveau marketing qui est nouveau, qui change de l'audit annuel, mais qui sera facilement organisable. Alors après, est-ce que tout le monde a envie d'avoir une surveillance continue de sa production? Peut-être pas, mais ça deviendra une option qui sera en tout cas intéressante si les gens désirent aller dans cette direction. Alors, quelque chose d'important, c'est les relations hiérarchiques. Les relations hiérarchiques, je ne les vois pas être maintenues comme elles étaient. Aujourd'hui, contrôler les gens qui vous rapportent est quand même relativement difficile. Si on n'est pas habitué à déléguer, or, il y a peu de managers qui sont habitués à déléguer, c'est quand même relativement difficile. Des gens qui avaient l'habitude de micromanager leurs équipes, ça devient très vite impossible à vivre, que ce soit pour les managers, parce que la distance fait que c'est plus difficile, mais aussi les subalternes, parce que ça devient beaucoup plus intrusif. J'ai lu des choses sur des directeurs qui ont obligé leurs gens à travailler en conférence Zoom. Ils avaient une dizaine de gens en conférence Zoom toute la journée. Ça devient très vite invivable. Ou qui l'ont obligé à installer sur les ordinateurs des traceurs qui vérifiaient que les gens ne s'arrêtaient pas de taper sur le clavier et que si les gens s'arrêtaient plus de X temps, X secondes, certains ont poussé même le vice jusqu'à mettre quelques secondes sur leur clavier, ça veut dire qu'ils n'étaient pas concentrés, qu'ils n'étaient pas productifs, et donc c'était un argument qu'on pouvait avoir contre eux. Je pense que cette approche est complètement obsolète, qu'elle disparaîtra par force, parce que simplement les gens ne peuvent pas continuer à accepter ça, et ne peuvent pas travailler comme ça. Ce n'est pas possible de travailler avec une pression à distance sur les gens, ça ne fonctionnera pas. Il va donc falloir que la société, dans la relation hiérarchique, change de paradigme complètement, aille vers la délégation, aille vers une organisation centrée non plus sur le chef, mais sur les clients, alors clients internes et clients externes. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé depuis des années, mais qu'on n'a jamais fait. Maintenant, c'est peut-être le moment de le faire et la bonne façon de le faire. Ça veut dire aussi que l'autorité va devenir distribuée, que l'organisation va devenir adaptative, elle va s'adapter au travail du moment parce que les équipes ne seront pas les mêmes, on ne communiquera pas avec les mêmes. Elle doit devenir un peu ce qu'on appelle une organisation agile, s'adapter, se changer, à géométrie variable. Tout ça va devenir les nouvelles organisations et va amener un nouveau type de relation hiérarchique. Alors, les lignes hiérarchiques qu'on avait avant vont être difficiles à conserver parce qu'avec une organisation distribuée imposée par trait à distance et une nouvelle flexibilité qu'on retrouve dans les horaires,
dans les gens avec qui vous travaillez, ça remet en question les lignes hiérarchiques habituelles, figées, qu'on connaissait avant le Covid. Aujourd'hui, on a surtout des équipes spontanées qui se forment en fonction des besoins. C'est-à-dire que vous avez besoin de travailler sur un sujet, vous avez besoin de quelqu'un, vous allez le contacter, vous allez travailler avec lui sur un dossier. À la fin du dossier, vous n'avez pas besoin de travailler avec lui, donc vous perdez un peu de vue, vous travaillez avec d'autres. C'est très à géométrie variable, c'est très changeant, c'est très mouvant, et c'est plus trop hiérarchique. En plus, si dans votre travail, vous avez besoin de connecter avec des gens, vous n'allez plus connecter avec le département comptable, vous allez connecter avec la comptable, un tel, du département comptable. Donc, vous allez créer un genre de mini-réseau de gens qui travaillent ensemble, qui communiquent, et en fait, la hiérarchie ne maîtrise plus du tout la communication que vous allez avoir. Elle ne peut plus vous dire, allez voir un tel, vous n'êtes plus obligé non plus de passer par elle pour savoir qui rencontrer, avec qui parler. Vous allez simplement communiquer, chercher la personne, communiquer, travailler en commun et rapporter un résultat. La hiérarchie devient alors soit plus plate, ou si elle veut rester pyramidale, elle devient obsolète et elle va tomber d'elle-même. Donc en fait, elle va s'aplatir. On parle beaucoup d'aplatir la courbe pour la contagion. C'est un peu pareil. La hiérarchie va devoir s'aplatir, devenir plus large, plus des réseaux interconnectés. C'est plus une organisation en réseau qu'une organisation vraiment hiérarchique. De plus, la faible densité de personnes dans les bureaux, le fait que ça sera rarement les mêmes personnes, que vous allez devoir alterner si vous avez du télétravail alterné, donc les gens changent dans le bureau, fait que les gens vont plus sentir leur appartenance à un département. Avant, en fait, vous sentiez l'appartenance à un département. Pourquoi? Parce que vous alliez votre bureau était au milieu des bureaux du département comptabilité, département vente, département financier, département opération, qualité, ce que vous voulez. Mais vous étiez dans ce département et vous apparteniez premièrement au département, au service qui fait telle chose. Aujourd'hui, vous appartenez à un ensemble d'équipes, un réseau entre employés qui n'a pas forcément, qui dépasse les frontières du département, les frontières du service, et qui n'est plus basé sur cette notion de service. Et en plus, souvent, vous n'avez même plus les réunions de service qui essayaient de maintenir cette illusion de cohésion du service, bien qu'une fois qu'on sortait de la réunion, chacun allait vaquer à ses occupations. Aujourd'hui, on est donc plutôt appartenant à un réseau de gens avec qui on communique de façon régulière qu'à un service figé, artificiel, dans lequel on se sentirait un peu bloqué. Alors, le gros souci avec tout ça, c'est comment va-t-on évaluer les performances? Alors, avant, on avait notamment quelque chose, et on pouvait, votre chef, il était dans son bureau parfois vitré, vous étiez dans un open space, il voit les gens travailler, et il peut tout à fait vous récompenser à l'effort. Et on a souvent vu ça, un tel a quand même beaucoup travaillé, on ne s'inquiète même pas de savoir s'il y a eu des résultats, on juge l'effort, on juge comment il a participé à l'effort, et on récompense cet effort. Aujourd'hui, on ne va plus pouvoir continuer dans ce style-là, puisque le manager ne voit plus l'effort, vous êtes chez vous, il est chez lui, mais il voit les résultats. Donc, il va falloir être basé beaucoup plus sur les résultats, ce qui va amener aussi en même temps la flexibilité, parce que l'intérêt, ce n'est plus combien d'heures vous passez à travailler, mais qu'est-ce que vous livrez. Donc, la flexibilité de votre emploi du temps, la façon dont vous allez gérer votre temps en tant que travailleur dans cette organisation, va se gagner par le fait que c'est une organisation qui va d'un seul coup
se refocaliser sur les résultats plutôt que sur l'effort et les heures passées. Alors, ça peut créer pas mal de frustration. Une revue de performance par vidéo qui serait mal préparée peut très vite devenir pénible. Et ça peut donc créer des frustrations à la fois chez les managers et les employés, voire même des conflits. Et comme il y a une certaine dilution de la hiérarchie, une certaine remise en cause de la hiérarchie par le fait que vous ne vous voyez plus tous les jours, ça peut aider ces conflits à se développer et rendre les choses plus difficiles. Par contre, il y aura une nouvelle opportunité pour ceux qui vont s'adapter parce qu'il y aura plus de place pour eux, ils pourront monter plus vite les échelons dans leur société et être reconnus comme étant performants. Il faudra aussi des nouvelles compétences et pour l'instant, beaucoup de managers n'ont pas les principes de base pour pouvoir les juger. Ça manque encore. Les employés ont aussi peu de façons d'expliquer s'ils sont performants ou pas dans ces nouvelles compétences, qui sont par exemple la capacité de déléguer, alors ça on avait avant, mais aussi quand vous délègue quelque chose, comment vous gérez une délégation qu'on vous donne. Ça, normalement, c'est une capacité qu'on aurait dû déjà avoir avant, on en parlait beaucoup, mais quand même, on la voyait relativement peu, parce qu'une délégation était souvent suivie, voire micromanagée, et donc suivie un peu marquée à la culotte, alors qu'aujourd'hui, la vérification va être beaucoup plus lâche. La capacité de contrôler à distance qu'on n'avait pas avant, et qui, sauf dans des cas très, très particuliers, eh ben aujourd'hui, il va falloir que beaucoup de gens démontrent que s'ils veulent gérer une équipe, par exemple, ils sont capables de gérer une équipe à distance. Et ce n'est pas la même chose que gérer une équipe qui se retrouve autour d'une table. C'est d'autres compétences, c'est d'autres manières de communiquer, c'est d'autres capacités, il va falloir les acquérir. La capacité de motiver une équipe distribuée hybride. Alors, qu'est-ce que j'appelle une équipe distribuée hybride? C'est une équipe dont une partie, par exemple, se trouve au bureau, une partie se trouve à distance. Et ce n'est pas toujours la même qui se trouve au bureau, la même qui se trouve à distance. Ben ça complique un peu les choses, parce que la façon de communiquer quand les gens sont au bureau, ce n'est pas la même que quand ils sont à distance. Et vous pouvez avoir à communiquer, dans tous les cas, un peu différemment. Et si vous communiquez d'une certaine façon qui est uniquement valable pour les gens qui sont à distance, les gens qui sont au bureau risquent d'être frustrés, et l'inverse est aussi vrai. Donc, ça demande une autre capacité, une autre sensibilité de communication qui, jusqu'à présent, en fait, on n'avait pas besoin. Maintenant, on en a besoin, et donc il va falloir développer ce genre de sensibilité. Alors, vous dire que ce changement d'organisation va être facile et qu'il suffit juste de dire on passe en télétravail, hop, on voyage moins, hop, on fait ci, on fait ça. Non, ça va être un voyage qui va être difficile, qui peut être relativement long, et pourtant on n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps pour adopter cette nouvelle organisation, il va falloir aller très vite. Les outils existent. On n'a pas réinventé d'outils maintenant, il n'y a pas d'outils qui manquent. Il faut juste les adapter et s'y adapter. Il faut s'y adapter, les adopter et vraiment s'y inscrire et s'engager avec ces outils. On a eu des sociétés dans le passé qui avaient mené ce genre d'expérience. Certaines avaient du succès, d'autres étaient très vite revenues à un mode de fonctionnement normal. Aujourd'hui, le retour au mode de fonctionnement normal ne serait possible que si vous êtes prêt à louer les surfaces de bureaux qui sont quand même, ou les surfaces de production qui sont quand même 2 fois plus grandes que ce qu'elles étaient avant. Et ça, c'était pas facile. Surtout dans cette période où le marché a quand même à peu près disparu. Les concepts d'organisation agile, open organization, ressources distribuées, elles existent déjà depuis des années. Il y a pas mal de gourous dans ce genre de choses. Open organization du patron de Red Hat, les gens qui font Linux, les ressources distribuées,
Il y a pas mal de sociétés qui ont fait des exemples là-dedans. Ces concepts sont encore peu connus et peu maîtrisés, en tout cas par la grande majorité des sociétés, et ça peut être un peu difficile à adapter. Maintenant, la nécessité fait loi. Les sociétés n'auront pas le choix. Soit elles vont s'adapter, mais si elles ne le font pas volontairement, à ce moment-là, quelqu'un va les y forcer. Que ce soit un gouvernement en émettant de nouvelles réglementations ou simplement le marché qui va leur imposer une façon de fonctionner ou de mourir, elles n'auront pas le choix. Donc autant anticiper et maîtriser la façon dont on change et le faire volontairement. Alors en conclusion, il faut considérer le redémarrage d'activité comme, non pas comme un retour, parce que ça serait en fait un retour en arrière, mais comme une opportunité de se réinventer, parce que devant un marché qui lui-même va devoir se réinventer, c'est en réinventant votre activité que vous pourrez vous adapter à ce nouveau marché. Vous allez avoir un nouveau mode de fonctionnement. Ça apporte beaucoup d'opportunités. Des opportunités que vous pourrez partager avec vos employés, vous pourrez partager avec vos clients, partager avec vos fournisseurs. Et si vous faites ça, vous aurez une chance d'avoir une très belle place sur ces marchés. Si vous essayez de forcer, d'avancer à marche forcée, suivant la bonne vieille méthode, et en essayant de refaire simplement plus fort ce qui n'a pas marché avant, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez avoir en face de vous une nouvelle contrainte. Et votre contrainte aujourd'hui, c'est le marché. Cette nouvelle organisation va aussi impacter très profondément nos modes de vie, nos maisons, parce que vous allez avoir besoin d'un endroit où travailler chez vous, la façon de vivre dans les domiciles, parce qu'il y a des moments où vous aurez besoin de calme pour travailler, vous avez besoin d'être isolé pour travailler. Donc, ça va impacter non seulement les bureaux, mais aussi les domiciles. Donc, c'est un refondement du travail, de l'organisation du travail, qui à la fois va s'étendre du bureau ou du lieu de travail, mais votre lieu de travail devient aussi votre domicile. Donc les frontières commencent à s'effacer, et c'est là où il y a le danger, simplement, de ne plus faire la distinction entre les deux. Alors bon, ceux qui m'ont déjà écouté et me connaissent savent que je connais bien la théorie des contraintes, et je ne peux que vous conseiller d'avoir un coup d'œil sur la théorie des contraintes, parce qu'elle amène tous les outils nécessaires à l'analyse de votre situation et à comment vous devez évoluer, et vous aider aussi à évoluer et à adapter votre organisation à ce marché qui va être mouvant, qui va être changeant, et ça vous offre un peu une sécurité pour avoir l'assurance d'une certaine survie de la société. Bon, voilà ce que je voulais vous présenter. Donc maintenant, je réponds à vos questions si vous en avez. Avez-vous des questions? Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, donc vous pouvez les poser avec le bouton question qui est en bas de votre écran. Pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, j'espère en fait que c'était clair. Je voudrais juste vous demander si vous pouvez répondre au petit questionnaire que je viens de mettre en ligne pour voir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Je vous remercie si vous voulez bien vouloir y répondre. Il y a quand même une question. N'y a-t-il pas un risque que les syndicats résistent à un changement, à un tel changement? Alors, oui,
il y a toujours un risque que les syndicats résistent, parce que les syndicats, par définition, résistent. Ils résistent à tout changement, à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. Les syndicats, alors si vous avez la malchance ou la chance, au choix, ça dépend du syndicat que vous avez, mais d'avoir des représentants syndicaux, il va falloir les mettre dans le coup et peut-être essayer d'évaluer quelles sont leurs réticences vis-à-vis de la situation et de pousser pour qu'ils acceptent et qu'ils appuient vos changements. Si vous avez par contre des réticences de la part des syndicats, il faut les désarmer dès le début. Et de toute façon, une telle organisation aujourd'hui ne peut plus être totalement top-down, on ne peut plus être parachutée par la direction. Elle doit être forcément gérée avec la population, avec vos employés, parce que, comme on l'a vu, la hiérarchie va quand même beaucoup s'aplatir, et donc chacun va avoir beaucoup d'autonomie, et donc on va pouvoir prendre des décisions, et il faut donc que vous soyez d'accord avec eux. Alors, cette question était dans le chat, hein, c'est pour ça que vous ne l'avez peut-être pas vu dans la liste des questions. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Hein, comme je l'ai annoncé au début, il est enregistré, il va être mis en ligne, ça va me prendre 1 ou 2 jours pour éditer la vidéo, pour retirer la première partie quand on attendait les arrivants. Et je vous enverrai donc les liens, ainsi que quand l'article sera prêt, vous aurez aussi le lien vers l'article. Je vous remercie. Si vous avez la moindre question, notamment sur la théorie des contraintes ou sur ce que vous avez fait, merci de m'envoyer un email. Vous avez mon email qui est sur l'écran, mais vous l'avez de toute façon dans les invitations. N'hésitez pas à me contacter parce que je réponds à toutes les questions et je réponds toujours. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.